Le dollar américain a perdu beaucoup de terrain par rapport à l'euro en 2025. Quelles sont les causes de cet affaiblissement? Quel est l'impact sur vos investissements? Et comment pouvons-nous nous positionner? Je pose la question à Henk Takwash, Portfolio Manager chez KBC Asset Management. Vous préférez écouter cette conversation plutôt que de la regarder? Abonnez-vous à notre chaîne Spotify ou iTunes Financial DJ. Je vous souhaite la bienvenue, heureuse de vous compter parmi nous pour un nouveau Zoom Invest. Bonjour Henkta, bienvenue. Bonjour Marc. Henkta, l'évolution du cours de change n'a pas été favorable pour les investisseurs et surtout les investisseurs européens. Est-ce que cela se traduit par une perte de confiance dans le dollar en général? Il est vrai que le dollar a eu difficile cette année. On voit que depuis le début de l'année, le dollar perd environ donc 12% par rapport à l'euro. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ces 4 dernières années, il n'a fait que s'apprécier. Rien qu'en 2024, il a progressé d'environ 8%, contribuant positivement à la performance des actifs libellés donc, en dollars. D'accord, donc c'est rassurant, mais donc cette faiblesse du dollar, est-ce que ça concerne surtout l'euro ou est-ce que c'est plutôt un phénomène mondial? Non, c'est un phénomène mondial. Si on observe l'indice dollar, qui mesure en fait le taux de change moyen entre le dollar et les grandes devises telles que la livre sterling, le renminbi ou le yuan, on s'aperçoit que celui-ci aussi a diminué de 10% depuis le début de l'année pour toucher un de ses plus bas depuis 2022. OK. Et alors, la politique de Trump, est-ce qu'il y est pour quelque chose? Parce qu'il a toujours parlé qu'il veut avoir un dollar plus faible. Monsieur Trump a en effet toujours plaidé pour un dollar plus faible, car il pense qu'un dollar fort nuit évidemment à la compétitivité des États-Unis. Il a donc été étonnant de voir le dollar s'apprécier aux alentours de son investiture. Oui. Donc au départ, le dollar semblait se renforcer même. On était tous contents avec cet renforcement. Mais quelle était alors la raison de ce tournement du dollar à partir du mois de mars? Alors, c'est principalement, il faut savoir que le dollar est drivé, je vais dire, par 3 facteurs. Donc, la croissance économique, le niveau de taux réel, qui est en fait le taux d'intérêt ajusté de l'inflation, ainsi que la demande pour les actifs américains. Oui, 3 facteurs. Vous dites, on va peut-être les prendre un par un, plus en détail, et commençons par l'économie américaine qui semble être plus faible maintenant. Plus faible maintenant, mais l'économie américaine a très très bien presté ces dernières années. On a souvent entendu parler d'exceptionnalisme américain, donc une croissance solide, supérieure à 3%, un marché de l'emploi et une consommation qui font plus que se tenir. Ça n'a pas été le cas pour toutes les régions. Si on regarde par exemple la Chine, qui se trouve actuellement donc en déflation depuis quelques années et a des difficultés de croissance, l'Europe, qui a du mal à se relever de cette guerre en Ukraine, cette crise énergétique, et qui présente aussi une croissance relativement faible, et sans oublier aussi l'Allemagne, qui frôle la récession technique depuis plus ou moins 3 ans, ce qui a relativement pesé sur l'euro. Mais c'est tout à fait vrai. Depuis quelque temps, on observe aussi un ralentissement au niveau de la croissance économique américaine, ainsi qu'un ralentissement au niveau du marché de l'emploi. OK. Donc un ralentissement de l'économie entraîne une baisse du dollar et on peut dire peut-être la même chose du marché du travail. Là également, on voit que ça devient de plus en plus faible. En effet, ce qui nous amène en fait au deuxième point qui est le niveau de taux. Oui. Monsieur Trump a régulièrement sommé Jérôme Powell de procéder à des baisses de taux, ce qu'il n'a pas pu faire tant que l'inflation n'était pas entièrement maîtrisée. Cette inflation semble être maîtrisée pour le moment, mais il faut savoir que la Fed a un double mandat, la stabilité des prix, mais aussi le marché du travail. Et là, on voit qu'il y a quand même un ralentissement. Ce qui a motivé en fait la baisse de taux auquel on a assisté le 17 septembre dernier. Le marché anticipait clairement cette première baisse de taux de 25 points de base et on a directement vu l'effet que ça a pu avoir sur les taux longs américains qui se sont dirigés aux alentours des 4%. Oui. Vous avez mentionné le nom de M. Powell, le président de la Banque centrale américaine, qui n'a pas la tâche la plus facile parce qu'il y a
naturellement cette pression de Trump et de l'administration de Trump, ceci peut nuire peut-être également à la crédibilité de la Fed. Est-ce que ça également pourrait peser sur le dollar? Tout à fait. Il faut savoir que voilà, une banque centrale indépendante est un plus grands contributeurs de la stabilité macroéconomique. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à court terme, je ne pense pas qu'on doive s'attendre que M. Powell ait grand-chose à craindre, je vais dire, de M. Trump. Mais la question qui se pose, c'est surtout de savoir qui sera le remplaçant de M. Powell. De savoir que son mandat se termine au mois de mai de l'année prochaine. Et il serait intéressant de savoir, évidemment, si Trump ne nommera pas un de ses proches et si cette fête restera indépendante. OK, espérons. Maintenant, il y a également un troisième élément, la demande pour les actifs américains. Est-ce que c'est vraiment un indicateur de confiance? En partie. Car ça peut avoir donc une influence directe sur le niveau du dollar. Cette année, on a pu voir une perte de terrain du dollar en 2 phases. La première phase s'est passée aux alentours du Liberation Day. Donc la période où M. Trump a annoncé, je vais dire, la nouvelle vague de tarifs qu'il a appliquée à ses partenaires commerciaux. Là, on a observé une vente massive d'actifs américains, ce qui a entraîné une première baisse du dollar. La deuxième baisse s'est faite aux alentours du mois de juin-juillet, lors de l'adoption donc, de la fameuse Big Beautiful Bill. Ce qui a mené aussi à une dégradation du AAA américain, a aussi entraîné une pression sur les taux américains. Donc, et on peut interpréter ça comme une perte de confiance. On voit aussi que le dollar ne joue plus tout à fait son rôle de valeur refuge. Généralement, lors de conflits géopolitiques, on voit un dollar qui s'apprécie. Mais ici, par exemple, lors de la guerre des 12 jours entre Israël et l'Iran, le dollar n'a pas rempli ce rôle. Donc, je pense qu'il y a quand même un changement dans la perception des investisseurs. Tout à fait. Donc, on peut constater que le dollar a perdu de sa superbe. Revenons un peu sur la politique protectionnisme de Trump. On parle d'un grand accord Mar-a-Lago qui me fait penser à l'accord Plaza dans les années 80. Est-ce qu'on peut faire ce pont-là? Oui, à ceci près que l'accord du Plaza était un exemple de coopération internationale pour ajuster les niveaux de change. L'accord de Mar-a-Lago est une proposition unilatérale. Mais en effet, c'est un parallèle que l'on entend parfois, mais on en parle un tout petit peu moins maintenant que le dollar s'affaiblit. L'idée, c'est qu'un dollar trop fort nuit à la compétitivité des États-Unis. Et donc, dans les années 80, le déficit commercial de l'Union européenne et du Japon était trop important. Et en 1985, le Japon a donc décidé de renforcer sa monnaie de manière à limiter l'importation de biens bon marché vers les États-Unis. Oui, ça me rappelle quelque chose, mais dans ce temps-là, c'était un accord entre partenaires. Ce n'est pas le cas maintenant. Non, ce n'est pas le cas maintenant. Monsieur Trump essaye de rétablir cet équilibre à coup de droits de douane. Le seul problème viendra peut-être de la Chine, qui lui n'est pas un pays allié. Et qui est, soit dit en passant, aussi le deuxième détenteur mondial de dette américaine. Je ne pense pas que la Chine acceptera un accord de type Mar-a-Lago. L'un des points de cet accord est la conversion forcée de dette étrangère aussi, ce qui voudrait dire que les bons du Trésor américain détenus par la Chine seraient convertis en obligations à 100 ans, sans intérêt et non négociables. Je ne pense pas que c'est quelque chose que la Chine acceptera de sitôt. La plupart des pays BRIC, tels que la Chine, la Russie ou l'Inde, cherchent justement à réduire leur dépendance au dollar. À un moment, le yuan chinois était aussi sur la table. C'était une proposition d'utiliser le yuan comme monnaie de réserve, mais je ne pense pas. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore totalement se défaire du dollar américain. OK. Maintenant, quand je résume un peu, on a vu tout d'abord l'économie américaine qui semble affaiblir un peu. On voit une diminution du taux. Surtout du taux directeur. On voit également que le gouvernement américain veut ou aimerait bien avoir un dollar plus faible. Donc, on ne peut pas s'attendre à un retour du dollar bientôt. Non, on ne pense pas que le dollar s'appréciera, je vais dire, à court terme. On penche même vers une diminution du dollar aux alentours donc, de 1,20 peut-être cette année et peut-être 1,23 l'année prochaine. Okay. Mais par la suite, la situation devrait se stabiliser car la croissance américaine reste supérieure à
la croissance européenne et que la Fed pratiquera de toute façon un niveau de taux plus élevé que celle de la BCE. Parlons maintenant de notre stratégie d'investissement. Comme on a toujours une stratégie globale, ça veut dire que 70% de nos investissements en actions sont exprimés en dollars. Est-ce risqué ? En partie. Notre exposition au dollar est principalement la conséquence de la croissance de nos expositions au secteur technologique. Mais de manière régionale, on reste positif sur les actions américaines. Ce sont souvent donc des entreprises qui ont une plus grosse croissance, qui sont plus rentables, aussi plus innovatives. Il se pourrait même qu'à court terme, on accentue encore cette exposition aux actions américaines. Nous avons confiance en notre benchmark et dans notre stratégie actuelle. Okay. C'est vrai, ces secteurs ont en effet connu un remontada, si on peut dire. Donc c'est bien d'avoir gardé cette confiance. Mais néanmoins, la baisse du dollar a quand même impacté une partie de ce rendement. Tout à fait. C'est pour ça que dans notre stratégie mixte, nous avons couvert une partie de notre exposition au dollar de manière à profiter des gains boursiers tout en étant moins exposé, je vais dire, à la baisse du dollar. Ok, je comprends que cette couverture a un certain coût et que ça peut nuire à, naturellement, des rendements futurs. De l'autre côté, il y a des secteurs qui peuvent également profiter d'une baisse du dollar. Je pense par exemple au secteur de pharma où il y a d'autres secteurs. Tout à fait. Les entreprises américaines générant des revenus depuis l'étranger s'en trouvent favorisées. Pourquoi ? Car leurs produits sont 10% moins chers et leurs revenus s'en trouvent accrus de 10% en euros. Ouais. Certains secteurs, en effet, réagissent mieux que d'autres à cette baisse du dollar. On pense notamment au secteur donc, de la santé. Nous avons d'ailleurs récemment accentué notre exposition au secteur pharmaceutique américain et réduit le secteur pharmaceutique européen. Il y a aussi d'autres secteurs moins cycliques qui profitent de cette baisse du dollar, tels que les éditeurs de logiciels, les fabricants de hardware ou de semi-conducteurs, qui en plus, eux, bénéficient aussi de la thématique liée à l'IA. Les producteurs de matières premières bénéficient aussi de cette baisse du dollar. La plupart des matières premières sont libellées en dollars américains, ce qui entraîne évidemment une hausse de la demande et une hausse des revenus d'exportation. Oui, mais c'est surtout le choix pour le secteur de la technologie qui a quand même bien performé dans notre stratégie, n'est-ce pas ? Tout à fait, plus que bien performé. Eh bien, on passe du côté de l'action vers le côté obligataire. Est-ce que là, il y a des choses à faire ? Est-ce que là, nous pouvons avoir des accents qui jouent dans le dollar ? On a très peu d'exposition au dollar dans notre proche obligataire. La plupart des obligations détenues en portefeuille sont des obligations de la zone euro. Néanmoins, les obligations de pays émergents profitent de cette baisse du dollar. Ces pays ont des dettes qui sont libellées en dollars et donc une diminution de celui-ci entraîne une diminution de leur charge d'intérêt. On a donc augmenté notre exposition aux obligations de pays émergents libellés en devise locale à concurrence de 5% dans le portefeuille. OK. Donc, je comprends alors qu'un dollar qui est faible n'est pas nécessairement, je dirais, un obstacle pour les investisseurs et également pour notre stratégie. Tout à fait. En effet. Eh bien, à part ça, j'ai quand même retenu quelques éléments de notre conversation. Tout d'abord, le dollar s'affaiblit en raison de facteurs structurels, entre autres la faiblesse de l'économie américaine, ou une économie qui ralentit un peu, la baisse des taux par la Fed, également la demande réduite des actifs américains. Et cela, normalement, devrait continuer. Il y a également le président Trump qui veut avoir un dollar plus faible et qui joue un peu sa politique de protectionnisme et qui peut nuire surtout à la crédibilité par rapport à la Fed, par exemple. Nous restons confiants dans les actions américaines, entre autres dans le secteur de la technologie où l'innovation et la croissance peuvent faire du bien. Et ça, naturellement, nous avons repris dans notre stratégie. Et finalement, pour la partie obligations, nous tournons plutôt vers les marchés émergents. Tout à fait. Très bien résumé, Marc. Très bien résumé, Marc. OK. Merci pour tes explications, Inta. Avec plaisir, Marc.
C'est tout pour cette fois. Merci de nous avoir regardés ou écoutés. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Zoom Invest.